Salut à Tommy Gravel, à toi qui me poursuivre lorsque la route s'arrête. Dans l'épisode précédent, on avait découvert avec Joël tout le process de fabrication d'un pneu. Là, on est dans le bâtiment historique de Hutchinson, le 507, qui a été reconfiguré maintenant en espace un peu d'exposition, on va dire. Ouais. Mais c'est là effectivement que l'entreprise a démarré au tout début de l'histoire d'Hutchinson. Mais on va pas refaire toute l'histoire d'Hutchinson. Pour ça, j'imagine que vous pouvez aller sur le site et avoir toutes les infos. On va revenir sur l'histoire du pneu, puisque toi, dans ton travail d'ingénieur, tu les conçois. Donc, comment on conçoit un pneu chez Hutchinson? Alors, on part déjà sur nos connaissances, sur ce qu'on sait faire, évidemment, et puis on en discute beaucoup avec, par exemple, mon collègue du marketing, où en fait on travaille en binôme. Ça a une collaboration étroite? Ouais, très étroite, parce qu'il y a un objectif qui est défini par le marketing, par rapport à ce qui se fait actuellement, quels sont les objectifs du futur. Il faut être capable de deviner ce qui va plaire dans quelques mois ou même dans un an. Donc à partir de là, il a des souhaits et moi j'essaie d'y répondre techniquement. Donc en écoutant notamment les tendances gravel qui évoluent, puisque quand le gravel a démarré, c'est qu'il est quand même encore assez jeune. On voyait qu'au début, les sections de pneus étaient quand même relativement étroites, puisqu'on était sur du... Plutôt, nous, nos premiers gravel sont du 35 en fait. Au départ, du gravel, on est parti encore une fois sur ce qu'on connaissait, cyclocross, section de maxi de 32. Donc on s'est dit c'est quelque chose d'un peu plus gros, c'est des gens qui viennent de la route mais qui veulent faire un petit peu de chemin carrossable. Donc à partir de là, on va augmenter un peu les sections de nos 32, on va les passer en 35. Et puis au fur et à mesure du gravel qui grandissait, qui devenait un peu plus important, on a essayé de s'orienter vers différentes tendances, notamment en agrandissant un peu les sections. Pour arriver à ce type de section. Alors là vraiment, voilà, on est sur ce qu'on présente aujourd'hui sur les sections les plus importantes. Donc tout à l'heure on parlait du 35. On est passé sur le 38 et puis beaucoup sur le 40. Beaucoup de vélos acceptent le 40 où on est un peu... Oui, qui est devenu un peu le goal de standard, on va dire. Ouais, c'est l'entre-deux-mondes, quoi. Où on monte sur beaucoup de vélos. On attire les routiers, mais également les VTTistes. Bon, ça reste des pneus avec un très bon rendement. À partir de là, il y a eu des demandes un peu spécifiques sur des gens qui sont peut-être pas focus sur le rendement, mais qui veulent aussi profiter d'un peu de confort. Le bike adventure qu'on fait, et puis sortir un petit peu de ce côté aéro, rendement. Donc, on a augmenté nos sections en passant sur du 45 et même voire un peu plus aujourd'hui sur du 50 comme on l'a là. Comme ce modèle-là, donc la dernière évolution en 50. La première version, c'était celui-là, voilà. C'était l'Override. Donc on est resté cohérent dans ce qu'on pouvait proposer au niveau de la gamme. Donc l'Override qui reste... le pneu historique, on va dire. Enfin, ouais, c'est lui votre premier pneu de gravel. Voilà, on est parti sur nos profils qu'on connaissait un peu, nos secteurs 28 ou 32 qui sont des pneus qui étaient orientés... endurance. Voilà, Paris-Roubaix on va dire en fait. Donc bon rendement mais quand même pas mal d'accroche latérale. Donc ça reste en fait donc ça c'était la genèse du gravel. Partir là-dessus, donc sur le secteur, en lui donnant une petite touche vététisante. Ouais, où on a grossi un petit peu les latéraux, où on est venu apporter un petit peu de sécurité sur les prises d'angle, tout en conservant une bande de roulement hyper roulante avec les petites pointes de diamant qu'on voit là. Donc on a dupliqué nos sections 40 et on est passé du 45 au 50 aujourd'hui. Donc pour le pneu qui est le plus roulant. Ouais. Ensuite, on a également appliqué ce type de recette sur les pneus qui sont plus polyvalents. Et pour le coup, dans notre gamme, c'est le Touareg. Donc en fait, on a quelque chose qui reste encore une fois très roulant sur la bande de roulement. Mais on a quelque chose de plus polyvalent que l'Override sur les latéraux. On va se permettre, du fait aussi d'avoir une gomme relativement tendre, de passer sur des dalles mouillées, sur des racines, et puis de conserver un bon rendement. Et puis, encore une fois, en discutant avec le marketing, on a vu qu'il y avait des sous-familles du gravel qui avaient tendance à naître et puis finalement qui s'orientaient sur des hors gravel, et c'était du gravel qui ressemblait plutôt à de la terre, bien meuble, voire parfois un peu de boue. D'où la naissance du Tundra, qui lui en fait est vraiment plus agressif, que ce soit dans sa bande de roulement ou dans les latéraux.
Donc on a gardé malgré tout l'esprit gravel en considérant qu'il fallait que ce soit un pneu qui ait un bon rendement. Donc on a une bande de roulement centrale qui est quand même relativement continue et qui permet de garder une bonne vitesse. On s'aperçoit tout de suite sur les intermédiaires et sur les latéraux qu'on peut se permettre vraiment d'aller dans les chemins plus engagés et plus gras. Bah, ça reflète bien en fait l'évolution du gravel, hein, comme j'aime à le répéter souvent. Finalement, le gravel, c'est le mariage entre un vélo de route et un VTT. Et comme dans tout mariage, eh bien, ils ont eu pas un enfant, mais plusieurs enfants. Et il y a des enfants qui ressemblent plutôt à la mer, donc peut-être plutôt à route. Et là, on aura plutôt l'override sur des choses plutôt roulantes. Et puis d'autres pratiques gravel qui vont plutôt s'apparenter au père, je pourrais dire, donc plutôt une pratique VTTisante. Et c'est là qu'on va trouver effectivement le toundra finalement. Ouais. Et ça court l'ensemble des pratiques, parce que ceux qui veulent quelque chose effectivement de plus roulant, de la route, et de temps en temps je prends une traverse, un chemin plutôt roulant, mais ma pratique va quand même pas être très engagée, à des gens qui veulent une pratique qui s'apparente, sans être tout à fait du VTT, parce qu'il y a quand même une différence, mais pour avoir allé en sécurité et dans des chemins déjà un petit peu défoncés. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut, parce que j'en discute avec certains collègues et qui s'amusent à pousser le vice à faire du combo, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire que on peut être avec un override arrière, un Touareg avant, et puis un Touareg arrière, un Tundra avant, quoi, en fait, hein, où on veut vraiment optimiser, conserver du rendement, mais sur la roue avant, assurer. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est le projet, puisque finalement, ça se fait beaucoup en VTT de mettre des pneus différents avant-arrière. Et je sais que oui, certains font ça, c'est-à-dire qu'on met un pneu plutôt roulant à l'arrière et avec beaucoup plus de grip parfois à l'avant, notamment pour en en cas de latéral. perte, en fait, on a tendance à plus facilement maîtriser l'arrière que l'avant, Ah oui, quand ça commence à partir de l'avant. Donc ça, je vais tester dans quelques temps, je vous dirai si c'est un bon combo ou pas. Comment tu détermines la forme finalement des crampons? Pourquoi on a cette forme un peu en losange sur l'override? Pourquoi on a des choses un peu plus dessinées sur le Tundra? Alors, historiquement, on a des clés mécaniques. En fait, on sait ce qui marche. Et encore une fois, on sait que plus on va resserrer nos pavés sur la bande de roulement centrale, si en exagérant, on peut tendre vers une bande de roulement lisse, meilleur sera le rendement. Donc évidemment, on va aussi, d'un autre côté, perdre un petit peu en débourrage. L'autre règle, c'est si on espace les pavés, on va débourrer. Plus facilement. Voilà, on aura une accroche mécanique. D'où le fait en qu'en motricité. cyclocross, par exemple, les crampons sont très espacés. Oui, suivant les terrains, on peut avoir des mini pneus de VTT, quoi, en fait, hein. Et donc, l'accroche mécanique, c'est d'avoir une arête sur le freinage et également sur la motricité de l'autre côté. Donc on va forcément orienter la sculpture du pneu par rapport à sa pratique, celle sur laquelle on s'oriente. C'est-à-dire que pour le coup ici, on va vraiment avoir un peu plus d'espace sur les pavés. On va rouler dans du meuble, on va chercher aussi à débourrer plus facilement. Oui, parce qu'on voit là, par exemple, les triangles latéraux, ils ont un sens qui correspond sans doute au sens de roulement du pneu. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, on va avoir un peu de biseau sur l'avant pour justement éviter cet effet d'échelle, en fait, de rencontrer une surface trop perpendiculaire, d'avoir quelque chose qui tape. Donc on va essayer d'avoir un petit biseau sur l'avant. Et puis là, ces arêtes qui sont derrière, sont des arêtes qui vont être perpendiculaires au fond de pavé, qui vont permettre de venir chercher vraiment du grip au moment du freinage dans du terrain un peu meuble. Donc ça, c'est des règles qu'on connaît de par notre histoire VTT. Donc souvent, on reprend des choses qui ont fonctionné sur des patterns, des motifs que l'on connaît, et on les duplique avec la spécificité du Touareg, du gravel sur notre gamme. Et donc, par rapport à un pneu de VTT, par exemple, la différence, elle va se matérialiser surtout où? Alors, globalement, on va avoir toujours sur les gravels, en tout cas c'est notre philosophie, quelque chose qui va conserver un bon rendement. Donc on va avoir des bandes de roulement centrales. On peut être pénalisé sur la route. Voilà, ça reste... Y compris si on a des crampons comme ça. Exactement. On peut le voir encore une fois, mais le but c'est de se dire que ça va être quand même sur des vélos qui vont aussi aller sur la route, et globalement sur des chemins qui peuvent être aussi très roulants. Et il ne faut pas qu'on soit scotché, quoi, en fait, hein. Donc même pour des pneus qui sont des pneus orientés meubles ou terrain gras, il va falloir qu'on ait en tête qu'il faut quand même que ça garde un bon rendement quand c'est nécessaire. On a vu l'évolution de la largeur des pneus. Maintenant, un pneu, c'est aussi une question de jante et c'est aussi une question de pression. On est là en plus sur du tubeless, donc il y a tous ces paramètres qui sont en prendre en ligne de compte. Comment toi, Joël, quel conseil tu donnerais aux spectateurs par rapport au choix justement des pressions? C'est quoi les bonnes pressions? C'est une question que j'ai quasiment toutes les semaines dans mes vidéos. Alors,
évidemment, on peut avoir des pressions différentes, même si le pneu est identique, suivant s'il y a des renforts qui vont brider un peu, qui vont rigidifier la carcasse. Donc, une histoire de déflexion, de confort recherché. Il y a le paramètre du poids global, en fait. Il y a le pilote et puis il y a la machine, en fait. Si on vient à mettre des sacoches ou je ne sais pas quoi, on va alourdir l'ensemble. Il y a la largeur interne de la jante aussi qui rentre en ligne de compte, puisque plus on va avoir une jante large, plus on va avoir un volume d'air globalement plus important. Et donc, il va falloir descendre un peu sa pression. Donc, il faut être attentif à la section du pneu qu'on utilise, le poids de l'ensemble. Et puis, il faut aussi être attentif à sa propre façon de piloter sa machine. C'est-à-dire que si on recherche plus de rendement, évidemment, on va gonfler un petit peu plus. Et si on cherche plus de confort, de grip, de motricité, on va se permettre de descendre un peu la pression. Comme le gravel, c'est toujours une question de compromis. Quand on fait et de la route et du chemin, c'est toujours un choix à trouver de pression. Vraiment, sur le gravel, c'est aussi de savoir sur quel parcours on va s'engager. Alors moi, je conseille de ne pas trop gonfler. En fait, il faut faire attention. C'est des pneus qui peuvent aller vite, mais qui peuvent aussi rencontrer des pierres bien saillantes. Et donc, il faut rester raisonnable sur les pressions. On n'est vraiment pas sur de la route, fait. Moi, d'expérience, c'est vrai que venant de la route, au début, j'avais tendance, comme tout bon routier, à mettre un peu trop de pression dans mes pneus. Puis plus la pratique évoluait, plus j'ai baissé mes pressions. Et pour vous donner un ordre d'idée, tout en relatif, ça ne veut pas dire que ce sera duplicable chez vous, parce que ça dépend effectivement, comme tu disais, le poids du pilote, le poids de votre machine, sacoche, pas sacoche, et puis le terrain de jeu sur lequel on s'exprime. Mais globalement, sur du 40-42, je suis à souvent 1,8, voire je descends à 1,6. Et là, quand je roulerai en 45, je roulerai encore, à mon avis, un peu plus bas. En 50, on peut descendre sous les 1,5 bar en fait. La perte de rendement parce qu'en fait, c'est une angoisse de dire si je gonfle pas assez, j'aurai pas assez de rendement. Mais en fait, tu sais, c'est le fameux mythe. Enfin, tu sais, moi, je viens de la route et ça va parler aux routiers qui regardent cette vidéo. Mais moi, je roulais en 23 et même en 20 à l'époque en boyau et on mettait 8-9 bars de pression. Il fallait que ce soit dur. Et en fait, on en est revenu de toutes ces. Mais oui. Ça n'avait pas de fondement scientifique en plus, je crois. Non, puisqu'en fait, aujourd'hui. Il y a beaucoup de triathlètes même qui roulent en 28. Les rendements sur des pneus de section 28 sont finalement meilleurs que sur certains pneus de 25 en fait. Donc, et même à construction égale, l'empreinte au sol aussi a son importance. Donc ça marche pour les athlètes, pour ceux qui cherchent vraiment les performances, les microwatts en fait. Donc je pense que pour beaucoup d'entre nous, lambda, on va dire. Voilà, il faut d'abord se faire plaisir, donc pas se casser les reins et puis être attentif sur sa pression pour avoir un bon confort, apprécier sa sortie quand même. Au-delà de ça, on ne perd pas tant que ça en watts, donc je pense que c'est une bonne tendance que d'avoir à chercher à descendre un peu ses pressions pour savoir jusqu'où on peut aller et puis profiter vraiment de sa sortie. Je veux dire, même quand je fais de la route avec mon vélo de gravel et en pneus, moi je suis passé maintenant en 32 sur la route, je trouve que c'est le bon compromis. Et donc du coup, ça me permet encore de baisser à 3 bars 5 et ça roule très bien. Je suis donc d'accord l'époque où je mettais 7-8 bars est lointaine et révolue. Un point, bien évidemment, tous ces pneus sont montés en tubeless. Oui. On est d'accord. Ils ont été conçus d'ailleurs pour être en tubeless. Les tringles, comme on l'a vu au moment de la fabrication, ont un volume spécifique pour justement être le bon compromis dans la tenue sur la jante et également dans le gonflage primaire. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour que la personne qui n'a pas de compresseur puisse monter avec une pompe classique et faire claquer son pneu sur sa jante sans trop d'effort. Donc c'est vrai qu'on les conçoit tous en tubeless. Pour ma part, je ne conçois même pas trop de faire du gravel en chambre à air, même si on a le droit de tout faire. Je considère que quand on roule en tubeless, on a vraiment plusieurs jokers avant d'être au bord de la route et d'être arrêté. Par exemple, si on part avec un kit mèche, une chambre à air, on a vraiment la possibilité on crève, il y a le protecteur, le sealant qui va déjà colmater. Absolument. Si c'est un peu trop gros, on peut s'arrêter, mettre une mèche. On peut continuer. Si jamais ça ne tient toujours pas la pression, à ce moment-là, on a la chambre à air. À la différence que si on roule en chambre à air, quand on perce, on a déjà le dernier joker qui est mort en fait. Non, mais c'est vraiment tout à fait ce constat que j'ai fait. Moi, c'est vrai que je ne reviendrai pas en arrière. Le tubeless, autant pendant longtemps, j'avais testé assez tôt sur la route
Je t'en avais parlé en off tout à l'heure, je n'avais pas été tout de suite convaincu au début, parce qu'il faut dire que les pneus de section, les premiers en route, les sections étaient très étroites et en 25, quand tu mettais beaucoup de pression, parfois je trouvais que le cylindre, il n'avait pas le temps de, comment dire, la pression était plus forte que le débit. Et donc il faut attendre que la pression descende pour que ça colle maintenant. Alors mais maintenant qu'on est en pression basse… sur les basses pressions, ça a vraiment tout son sens. Ouais. Moi, je ne referai pas le chemin arrière, quoi. Je vois depuis que je roule en tubeless, il y a plein de fois où j'ai crevé, j'ai pas dû m'en rendre compte déjà. Exactement. Voilà, que les petites aiguilles de pain, etc., les petits silex. Et je vois sur les 5 dernières années, si j'ai méché 2 fois, 3 fois, mis une chambre, 2 peut-être, à tout casser, sur, je sais pas, 10 000 bornes par an, tu vois. C'est pour ça, c'est un constat aussi personnel où je sais qu'à l'époque où je roulais en chambre à air, il y avait vite des sorties de galère quand même, qu'en fait, où tu pouvais vraiment appeler quelqu'un pour venir te chercher, qu'en fait. Aujourd'hui, les crevaisons, c'est vraiment excessivement rare, à moins d'une grosse déchirure. Peut-être une question technique, puisqu'on parle de tubeless, c'est une question qui m'est souvent posée. Quelle quantité tu préconises de mettre ? Quand on a 50 millilitres, on est pas mal. On peut assurer avec 60 millilitres, en fait. Quel que soit le… Sur des pneus de 50. Sur des pneus de 50, 50-60. Si on descend sur les… Tu peux descendre un petit peu, une dizaine de millilitres de moins sur du 40, en fait. Okay. Donc 50 millilitres sur du 60 sur du 50. Voilà, on passe à 50 sur du 40. On est bien, franchement. Voilà. Sur celui qui cherche à gagner du poids, on peut même gratter. Là, je donne des quantités qui permettent d'avoir un petit peu de marge de sécurité. Mais globalement, sur un pneu de 50, on pourrait mettre même 40 millilitres, c'est suffisant. En fait. Ouais. Joël, puisque finalement, un pneu de gravel, c'est ce mariage de la route et du VTT, qu'est-ce que vous avez emprunté de votre expertise route et qu'on va retrouver dans un pneu de gravel, et qu'est-ce que vous avez emprunté au VTT qu'on retrouve dans un pneu de gravel? Quel est le meilleur des deux mondes que vous avez réuni dans ces pneus? Ouais, alors on a emprunté les mélanges en fait pour certains pneus route, notamment encore une fois sur les secteurs, des pneus qui avec peu de pavés compensaient. La bande de roulement, on parle. Ouais, qui compensaient par la faible hauteur des pavés, des mélanges qui étaient bons pour le grip. Donc on est parti de ces mélanges-là, de ces composants pour la bande de roulement. Pour ceux que je te coupe, pour ceux qui n'ont pas forcément vu la vidéo précédente, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente, vous comprendrez en fait ce qu'est en train d'expliquer Joël, puisqu'on voit comment la bande de roulement est constituée, comment elle est moulée, comment elle est apposée, mais ça, il faut voir la vidéo précédente. Je te laisse poursuivre. Ouais, en fait, tout à fait, ouais, on l'a vu sur les extrusions quand on avait la visite d'atelier, où on est parti sur nos connaissances de mélange route pour mettre des mélanges qui résistaient fortement à l'abrasion sur la bande de roulement centrale. On a eu tendance à utiliser des mélanges plus souples et eux venant du VTT pour les latéraux. Maintenant, on a pour la carcasse, par exemple, on a assemblé quelque chose qui ressemblait plus à nos constructions VTT. On a des matériaux comme notre grille Hardskin, qui est une grille polyamide, qui, elle, a un bon compromis, encore une fois, entre le maintien de la souplesse de la carcasse. Comme c'est une grille, elle n'est pas tissée trop serrée et elle permet encore un confort de la carcasse, mais en même temps, elle a une très bonne protection à la déchirure, aux agressions qui peuvent y avoir sur le flanc, dû au silex, tous les obstacles qu'on peut rencontrer. Donc, on a pris des mélanges de route. Sur toute la gamme gravel, il y a cette protection Hardskin. Voilà. On a considéré que, parce qu'on a fait des tests aussi… avec essence, j'imagine. Avec essence. Évidemment, on allège un peu, le pneu quand on n'a pas la grille, etc. Pour l'histoire de compromis, le pneu dure beaucoup plus longtemps et on peut vraiment s'engager dans des chemins qui ont des pierres, etc. Sans trop d'appréhension. C'est quelque chose qui… Oui, puis en gravel, je peux mettre te couper, mais hormis pour l'ultra compétiteur, on n'est pas recherché le gramme près sur un peu. Non, je pense que les quelques grammes rajoutés par la grille sont très très importants. En général, je connais personne qui aime crever en vélo, donc en général, on cherche toujours quand même à crever vraiment, le moins possible. Voilà, donc on est sur un pneu qui est un peu costaud, en général, on va sur de la bonne protection qui va d'une tringle à l'autre, en fait. Donc, pour revenir à ta question de base, voilà, les mélanges sont plutôt inspirés à l'origine des bandes de roulement route, avec certains mélanges VTT pour les pavés latéraux. Et puis les renforts, les constructions, elles sont plutôt issues de notre gamme VTT. Voilà, donc si on résume, on a d'un côté en amont le marketing qui essaye de voir un peu les tendances d'évolution, que ce soit route, VTT ou gravel, qui est un peu notre sujet. Par rapport à ça, toi tu réfléchis sur justement et tu travailles les pneus de manière spécifique. Après, tout le process, on l'a vu dans la vidéo précédente.
pour aboutir à ce type de produit. Donc là, on est vraiment sur les dernières évolutions. Donc en largeur de 50, ce qui est gros. Ce qui est déjà gros. Alors, Ouais. il n'y a encore pas beaucoup de vélos sur le marché qui Ouais. acceptent la largeur de 50, mais on voit que non seulement la largeur des pneus a évolué, mais les vélos aussi ont beaucoup évolué, puisque les premiers gravel, c'était surtout des cyclocross un peu C'est réaménagés ça, ouais. ou des vélos un petit peu endurance avec une clairance un tout petit peu élargie. Aujourd'hui, les géométries ont beaucoup évolué et on voit qu'il y a une demande aussi d'aller sur des pneus plus gros. Moi, j'en suis l'illustration, c'est que j'ai commencé avec des pneus beaucoup plus étroits et puis plus ma pratique évolue, plus effectivement je suis allé sur des pneus larges parce que finalement je trouve que le côté large apporte du confort, apporte du grip sans pour autant être vraiment très nuisible sur les parties routes, sans perdre finalement au rendement, sauf si vous faites que de la route, mais dans un mélange 50-50 route-chemin, moi je trouve plutôt intérêt à mettre de la largeur, à moins qu'on vise peut-être l'ultra-performance sur les compètes UCI, mais ça, à mon avis, c'est qu'une petite partie des pratiquants. Oui, voilà, ouais. En fait, on s'en est aperçu, le gravel est né, et comme toutes les nouvelles pratiques, il y a des sous-familles qui sont arrivées, en fait. D'un côté les performants, d'un côté l'entre-deux, et puis ceux qui veulent conserver du fun, la possibilité d'aller vraiment dans les chemins engagés, du confort. C'est pour ça qu'on propose aujourd'hui ces sections de 50. Et donc, c'est de 50, et vous proposez aussi donc, les deux formats de roues, 700 et 150B. Sur, 650 en 47, ouais, tout à fait. 47, ouais. Donc en 47, ce qui fait là aussi une belle largeur. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que allez, ça sera un peu pour conclure la vidéo, on va prendre un peu de hauteur. Je ne suis pas certain que le 650B ait un avenir fort dans le gravel. Tu auras un petit mot là-dessus? Oui, après, c'est évidemment, s'il y a des vélos qui s'adaptent, on aura plus facilement tendance à aller sur des grosses sections avec des grands un peu diamètres. Comme dans le VTT, finalement, pareil. quand on est passé au 29 Voilà. pouces. Hein. Donc si les gens trouvent des vélos qui leur conviennent avec la possibilité de monter des sections de 50, je pense que forcément les 50 vont avoir plus de succès qu'aujourd'hui. En fait, hein. Là, on est un petit peu, avant les propositions qu'on peut avoir sur la majorité des vélos, mais il y en a qui l'acceptent et je pense qu'on va s'orienter pour une certaine partie des utilisateurs vers des grosses sections. Tiens, puis un dernier petit point concernant les jantes, ça c'est plutôt quand on avait visité l'atelier, puisqu'on a une évolution maintenant des jantes sans crochet. Oui. Enfin, pas de plus en plus, je ne sais pas d'ailleurs, pas si c'est de plus en plus. Quel est un peu ton avis, ton regard d'ingénieur sur avec et sans crochet? Moi, je pense que voilà, quand on reste dans des pratiques où la pression n'est pas très élevée, le sans crochet est tout à fait utilisable en fait. Il faut savoir que historiquement, le crochet a été instauré parce qu'il y avait des problèmes de tenue à très haute pression. Moi, on m'a raconté, mon prédécesseur, avoir eu des équipes de route où les vélos étaient sur les galeries des voitures et avec la chaleur au soleil, les pneus partaient tout seuls en fait. Donc, parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de crochet. Donc, les crochets ont été... En fait, c'est pas une... non, c'est pas une nouveauté qu'en fait. Donc, il n'y avait pas de crochet. C'est cyclique en fait. Voilà. Il n'y avait pas de crochet. Finalement. Et puis, dû aux hautes pressions, section étroite, on a rajouté des crochets. Et puis aujourd'hui, maintenant que les pressions sont abaissées, on peut se permettre. Il faut reconnaître que pour les fabricants de jantes, c'est beaucoup plus simple de retirer les crochets qu'en fait, avec des jantes carbone, etc. Au niveau technique, c'est un peu moins lourd. Donc oui, ça peut avoir du sens. On débride un petit peu le talon du pneu. Tant qu'on reste dans des basses pressions, je pense que il n'y a pas de souci à utiliser des jantes sans crochet. En fait. Donc, pour conclure, ton regard sur le gravel, tiens, justement, Joël. Moi, je suis personnellement plutôt vététiste, en fait. Donc, je suis content. Sors de cette pièce immédiatement. Mais je suis content parce que... Non, mais tu peux rester. Mais finalement, je suis content de voir qu'on puisse profiter des pneus à section un peu plus importante. Quand on vient du TT, on aime bien voir. Et puis je trouve que ça roule super bien et qu'on a ce côté confort, fun qui est là dû aux grosses sections. On sort de notre sortie, en fait, on reste frais, on a profité, on n'est pas cassé, quoi. Et c'est ce que je trouve qui est appréciable, en tout cas à nos niveaux, quand on ne cherche pas forcément la haute performance. Voilà ce que moi je ressens. C'était un bon mot de la fin.
Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. On continue bien sûr dans les commentaires comme d'habitude. Dites-moi, toutes celles et ceux qui roulent avec ces pneus, ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez pu tester, que ce soit l'Override, le Touareg ou le Tundra, vos retours d'expérience, parce que comme vous le savez sur la chaîne, c'est toujours le partage d'expérience des uns des autres qui fait la richesse. Il n'y a pas que mon avis qui est important, le vôtre est surtout des fois bien plus important que le mien. Et puis d'ici là, on se dit à la semaine prochaine. Un petit pouce bleu, des commentaires et un petit salut pour finir. Eh bien, salut. Allez, ciao, ciao.